Vendredi 6 avril, 3 heures du matin, les habitants de la capitale sont brutalement réveillés par d'insolites grondements qui se confondent d'abord avec les coups de tonnerre ponctuant la fin de l'orage qui, dans la nuit, s'est abattu sur la ville. Puis les échos se font plus précis, permettant de distinguer plus nettement des tirs d'artillerie et d'autres plus saccadés à l'arme légère. Si on est quelque peu impressionné, on ne s'en émeut d'abord pas outre mesure. La capitale a souvent été le théâtre d'exercices nocturnes de maintien et de vigilance des troupes. À 3h20, la sirène d'alarme du palais présidentiel se déclenche. On commence vraiment alors à s'inquiéter. Le cauchemar s'installe dans les familles. Celle des personnes qui ont le téléphone à domicile s'appelle. Que se passe-t-il? C'est la même réponse à tous les bouts de fil. On ne sait pas. Le colonel Ousmane Daouda, chef d'état-major particulier du président de la République, sera souvent appelé par des amis angoissés. 1 heure, puis 2 heures après le début des coups de feu insolites, il répond encore « Je ne sais pas ce qui se passe ». Et on peut s'étonner que le chef de l'état-major particulier du président de la République puisse ignorer des manœuvres de routine et être surpris encore qu'eux ne sachant pas ce dont il s'agit et se trouve encore à son domicile, lui qui, le premier, devrait être sorti pour comprendre la situation. Le général de gendarmerie Oumarou Diam Yaya, en homme rompu dans le renseignement car il a été directeur de la sécurité présidentielle et directeur adjoint du Centre national de la documentation, a pour sa part senti de quel côté le coup peut venir. Il appelle le colonel Saleh Ibrahim, commandant de la garde républicaine, et lui demande de lui rendre compte de la situation. Celui-ci lui répond qu'il pourrait s'agir d'une tentative de coup d'État et demande au général de lui indiquer sa position. Le général Oumarou Diam lui déclare qu'il se trouve à son bureau, mais se met prudemment à l'abri. Il a été bien inspiré, car quelques minutes plus tard, un char se présente devant son bureau et le bombarde. Grâce à ce subterfuge, le général Oumarou Diam sauve sa vie. Mais le commandant de la garde républicaine s'est ainsi trahi au colonel de gendarmerie Akono Herman qui lui pose la même question. Que se passe-t-il? Le commandant dit qu'il est retenu prisonnier chez lui, encerclé par les rebelles. Il demande au colonel Akono de lui préciser sa position. Celui-ci lui fait savoir qu'il se trouve lui aussi à son bureau, à la délégation générale à la gendarmerie. Mais soupçonneux, plutôt que de demeurer à son bureau, le colonel Akono s'installe dans sa voiture et met le moteur en marche. Il n'attendra pas longtemps. Un char de la garde républicaine arrive sur les lieux. Le colonel Akono a compris et prend ses jambes à son cou. Un groupe s'attaque à la résidence du général Semengue, chef d'état-major des armées, et à celle du colonel Asso, commandant du quartier général, alors que sa résidence est soumise à un furieux bombardement depuis 3 heures du matin avec un sang-froid inouï. Le général Semengue ne bougera pas de sa chambre jusqu'à 8 heures. Les tirs en direction de sa résidence s'étant quelque peu calmés, il fait alors sortir sa famille par un trou de climatiseur qu'il emprunte lui-même à la suite de ses enfants. Il parvient en outre à leur faire franchir la barrière derrière une dépendance. Ils n'ont ensuite aucune difficulté à se faufiler parmi les curieux, déjà nombreux, attroupés autour de sa résidence. Et c'est dans la malle arrière d'un véhicule conduit par l'épouse d'un autre officier voisin, Madame Matip, que le général va sortir du quartier général, puis de la ville, pour organiser la riposte. Et celle-ci ne partira pas de bien loin. Le mot de passe des putschistes est surpris. La petite troupe ainsi partie pour déverrouiller le quartier général s'en servira pour infiltrer les lignes ennemies et libérer la poudrière. Ayant pris munitions et armes lourdes, ces soldats peuvent alors affronter les chars, abattant ceux qu'ils trouvent dans les rues. Mais plus loin, par petits groupes, les putschistes poursuivent leurs manœuvres. 2 chars défoncent le portail du centre de production de la radiodiffusion nationale, aussitôt investi au moment où doivent démarrer les premières émissions du matin. L'aéroport de Yaoundé est aussi occupé par des chars avec lesquels on entend ainsi empêcher tout débarquement de troupes, notamment celles qui pourraient venir par avion de Douala. Les conjurés sont d'autre part parvenus à encercler le palais présidentiel et 2 chars ont fait leur entrée dans ces vastes jardins. Les soldats de la garde présidentielle, pris au dépourvu
pourvu se rendent dans un premier temps et expriment la volonté de rallier les rangs des insurgés, ceux-ci commettent l'erreur de les croire et l'imprudence de leur rendre leurs armes. À l'intérieur de la résidence présidentielle, le plus gradé, le capitaine Aivo, réunit les éléments dont il dispose. Et avec une indifférence trompeuse, il leur demande s'il ne vaut pas mieux rallier les putschistes et assurer de l'intérieur du palais la réussite du coup d'État, compte tenu du rapport des forces en faveur des insurgés. La plupart des gardes du corps du chef de l'État acquiescent à cette proposition. Le capitaine Aivo les fait aussitôt désarmer et neutraliser par la demi-douzaine d'hommes prêts, au contraire, à affronter les putschistes. Pendant plus d'une journée, la résidence présidentielle sera défendue par moins d'une douzaine de personnes utilisant des armes individuelles et faisant illusion avec d'autres plus puissantes, réglées sur automatique, capables de déclencher seules ainsi des balles, des explosifs et des missiles, couvrant par un feu nourri toutes les directions selon un système de rotation et de synchronisation parfaitement mis au point. Le président de la République est conduit dans le bunker, un réduit lui-même surarmé, capable, semble-t-il, de soutenir un siège d'une semaine et qui constitue par ailleurs un abri anti-atomique. Ce sont là quelques extraits du livre de 495 pages, La flamme et la fumée du journaliste à l'époque des faits Henri Bandolo, paru aux éditions Sopekam en 1985.